Merci, cher coprésident et co-rapporteur. Alors, les conséquences de la situation qui vient d'être décrite sont très nombreuses. Au niveau des UMR, les tutelles n'ont pas le dialogue de gestion récurrent, éclairé et collaboratif qu'elles devraient avoir et qui était d'ailleurs prévu, et c'est là tout le sens de notre mission d'évaluation, par la loi sur la responsabilité des universités de 2007, la fameuse loi autonomie. L'application imparfaite de cette loi est la source en fait de nombreux problèmes actuels. On peut noter que la circulaire de mise en œuvre de la loi LRU prévoyait que les conseils d'administration des universités votent des budgets consolidés avec les apports des organismes, masse salariale comprise. Je tiens à préciser que sur les 6,8 milliards dont parlait Patrick Hetzel à l'instant, il faudrait en fait rajouter quasiment la totalité des 12 milliards d'euros des budgets des organismes de recherche qui financent les salaires des chercheurs déployés dans les UMR. Comme cela n'a jamais été fait, nous nous trouvons aujourd'hui dans de grandes difficultés. En effet, faute de connaître avec précision les moyens mis par les autres tutelles dans une unité mixte de recherche, sans connaître les calendriers de paiement, sans connaître la répartition des moyens, seul le directeur d'unité dispose de la vision transversale et de la transparence nécessaire à un dialogue de gestion efficace avec les différentes tutelles qui, généralement, n'a pas lieu entre les tutelles elles-mêmes, mais reste bilatérale entre le patronat et les tutelles une par une. Pourtant, des expériences conduites, notamment à l'Institut national polytechnique de Toulouse ou à l'Université de Lorraine, montrent qu'un état des lieux financier partagé entre les tutelles permet d'ajuster la contribution de chacune, de redistribuer les crédits en fonction d'une évaluation partagée et donc améliorer la prise en compte des coûts d'hébergement supportés par les universités. Dans le cas de Toulouse, et c'est un exemple marquant, l'effort de transparence porté par l'ensemble des UMR avec l'appui de l'université et des tutelles a conduit à une réallocation de près de 30% des sommes initialement versées. C'est loin d'être négligeable et montre qu'il y a ici un vrai succès quand une démarche collective est assumée. Deuxième conséquence de ce système fragmenté et illisible, c'est l'impossibilité d'un pilotage stratégique des moyens des UMR en fonction de leurs objectifs et surtout de l'évaluation de leurs résultats. Qu'il s'agisse de l'UMR avec ses tutelles, qu'il s'agisse des tutelles entre elles ou des tutelles avec l'État, le manque de données consolidées ne permet pas d'allouer les moyens en fonction de critères faisant l'objet d'un conventionnement entre les parties. À l'heure actuelle, les contrats quinquennaux des UMR, qui encadrent la conclusion des contrats de recherche, ne donnent lieu finalement à très peu de différenciation dans les financements, même lorsqu'ensemble les parties prenantes s'accordent sur une stratégie commune. Ce sont ainsi souvent des critères imposés sans dialogue suffisant qui conduisent à la répartition des crédits. Pour faire simple, c'est une allocation paramétrique au lieu d'une allocation stratégique. Si l'on ajoute à cela la complexité et la rigidité des règles de gestion entre les différents niveaux administratifs, si on ajoute la souplesse insuffisante, notamment en matière de normes comptables, d'aménagement des délais et des rallonges budgétaires, la contractualisation entre les différents acteurs de la recherche au sein d'une même université n'existe pas aujourd'hui dans les faits. Troisième conséquence de ce qui a été décrit, c'est l'absence de la concrétisation de la stratégie nationale de recherche, la fameuse SNR, quel que soit l'avis que les uns et les autres peuvent avoir sur le contenu de la stratégie. Elle existe, elle a été conçue en association avec la communauté des chercheurs et des universitaires, et elle définit une quinzaine de priorités. Mais faute de circuits de financement permettant d'allouer directement les moyens à ces priorités, et faute de prise en compte de la stratégie nationale de recherche dans les feuilles de route des différents acteurs, que ce soit le plan d'action de l'ANR, les contrats de site ou les établissements, il n'y a pas de référence vraiment explicite ou concrète à cette stratégie demeure au stade de l'affichage. Nous avons constaté ainsi que la dimension interministérielle de la mission recherche, je rappelle qu'elle s'appelle la mission interministérielle de recherche et de l'enseignement supérieur, le I, pour le moment, donne finalement lieu à un très faible pilotage interministériel. Au cours de notre mission, nous avons vu un énorme consensus autour des constats et des conséquences que nous vous proposons aujourd'hui. Tous les acteurs, gouvernement y compris, partagent les constats que nous posons. Ce constat s'explique aussi par l'absence d'outils adéquats permettant de consolider les moyens attribués, permettant de consolider les résultats et permettant de faire de l'évaluation une des clés de la répartition des moyens futurs. Ce constat partagé s'inscrit donc aujourd'hui dans une nouvelle ambition. Elle est également partagée. Réaffirmer le besoin d'un pilotage beaucoup plus fort, à tous les niveaux, partant de la réalité quotidienne des chercheurs,
permettant ensuite de pouvoir allouer plus de moyens à la recherche, mais il s'agit ici de pouvoir relancer très fermement le projet désormais décennal, j'ai bien dit 10 ans, visant à équiper les unités mixtes de recherche d'un système d'information partagé entre les différentes tutelles. Il s'agit du projet SI Labo, qui s'intégrera au futur, nous l'espérons, dans un SI Recherche qui pourra dépasser le cadre des UMR. L'objectif du SI Labo est très simple. L'objectif est simple, permettre, à partir d'une saisie unique pour les personnels des laboratoires, un partage des données budgétaires des AUMR en temps réel. Cela veut dire que pour la gestion des laboratoires, pour alléger le travail administratif des chercheurs et pour un meilleur suivi des financements accordés par les différents acteurs et en premier lieu l'État, il y aurait ici une énorme avancée. Un chercheur remplirait une fois les données de dépenses exécutées et cela serait accessible et donc communiqué à l'ensemble de ces tutelles. Cela permettrait ensuite de pouvoir consolider l'accès aux données par secteur de recherche, de pouvoir comparer les laboratoires selon les moyens consacrés ou encore selon leur production scientifique. Cependant, nous notons dans notre rapport plusieurs risques qui pèsent sur la conception et sur l'utilisation future dans les laboratoires de ce SI Labo. Première chose, nous sommes bien conscients qu'un système d'information lui seul ne peut suffire à résoudre tous les problèmes de gestion des UMR quand nous notons que la loi de 2007, qui tendait à pouvoir organiser ce dialogue de gestion beaucoup plus partagé, n'a jamais été appliquée. Nous recommandons donc d'ajouter à l'harmonisation des systèmes informatiques l'harmonisation des règles administratives de gestion des différentes tutelles, y compris lorsqu'elles diffèrent pour des raisons législatives. Deuxième point, il convient d'associer davantage un certain nombre d'acteurs clés à ce projet. Il s'agit d'une part des autres organismes de recherche que le CNRS, l'INSERM, l'INRA, qui aujourd'hui sont impliqués dans la démarche de manière un peu plus distante, malgré le fait qu'ils participent à un grand nombre d'UMR. Nous proposons donc de les associer au plus vite au projet, en prenant en compte leurs spécificités et en prévoyant des moyens budgétaires nécessaires à leur évolution, en rendant obligatoire à terme l'utilisation de ce système d'information ou à défaut des connecteurs interopérables et qui rendent le système équivalent. La question se pose également pour certains établissements supérieurs qui aujourd'hui attendent de voir avant de déployer pleinement les efforts de ce domaine. D'autre part, il s'agit des équipes de terrain, des laboratoires, des personnels des établissements qui, en tant que futurs premiers utilisateurs du système, doivent être davantage impliqués, écoutés et préparés au déploiement de ce système d'information qui devrait pouvoir intervenir à partir de fin 2020-2021, tel que nous l'avons entendu. Mais sur ces éléments de calendrier et de cadrage budgétaire, nous attendons des précisions. Nous proposons d'ailleurs que ce projet fasse l'objet d'une ligne distincte au sein des documents budgétaires de la mission. D'autre part, nous demandons que le calendrier très ambitieux au regard des points d'avancée et des retards déjà pris soit clarifié et solidifié. Et nous proposons également que la supervision du ministère soit renforcée avec un vrai chef de projet pour éviter tout risque de dérapage. Ce chef de projet, pour nous, est urgent à nommer et qu'il soit à la fois très transversal et ministériel pour couvrir non seulement les organismes de recherche, mais également les établissements. Je pense que vous l'avez compris, notre mission est scindée en deux. Il y a d'un côté le monde des universités et de l'autre le monde de la recherche, alors que la recherche sur le terrain se passe donc des unités mixtes qui associent des budgets universitaires et des budgets d'organismes de recherche. Dans ce cas précis du projet SI Labo, cela se voit en particulier très fortement. Enfin, la brique décisionnelle du système d'information qui permettra du SI Labo un vrai outil de pilotage, non seulement pour remonter l'information aux tutelles, mais également pour mieux planifier, notamment de manière pluriannuelle, les fonctionnements des laboratoires et y intégrer une dimension d'évaluation, nous semble être annoncé, mais nous ne voyons pas aujourd'hui concrètement comment cela s'appliquera. Au-delà de ces points de vigilance sur le projet SI Labo et des conséquences que je vous ai donc présentées, nous avons d'autres propositions que Daniel Hérin va maintenant vous présenter.